Voilà, je suis très heureux de pouvoir vous parler de Camus. D'abord, comme vous le savez, il y a une sorte, comme tous ces intellectuels et ces gens connus, il y a pour eux une sorte de vulgate, c'est-à-dire on a une certaine idée de Camus, on le traitait à un certain moment de philosophe de classe terminale, ce qui n'était pas très positif, c'est mieux régional de l'étape, effectivement. Et pendant tout un temps, on a considéré qu'effectivement, il avait sans doute eu raison, ou en tout cas qu'il avait raison sur le communisme, et que face à lui, Sartre, son porte-parole Francis Janson et les autres avaient eu largement tort. Mais au fond, ça s'arrêtait un petit peu là, et on considérait que le siècle était devenu camusien, qu'on était pour les droits de l'homme, qu'on était pour une certaine modération, qu'on défendait la démocratie, qu'on était lucide vis-à-vis du totalitarisme, etc. Mais ça n'allait pas nécessairement plus loin. Or, il y a des choses beaucoup plus intéressantes chez Camus qui peuvent nous donner d'abord des leçons en ce qui concerne l'activité de l'intellectuel, mais qui peut-être aussi nous donnent des leçons pour aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose de plus intéressant encore, puisque c'est lié à notre action présente. Alors d'abord, vous savez ou vous ne savez pas qu'il est né en 1913 en Algérie. C'était une famille de pieds noirs. Il a perdu son père à la guerre de 14, c'est-à-dire très 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 rapidement, et il a vécu avec. Je vous raconte ça parce que le rôle de la mère est important. Vous le verrez à propos de la guerre d'Algérie et d'une phrase qu'il a prononcée un jour. Sa mère était quasi sourde et sans doute un peu attardée mentale, et c'était la grand-mère maternelle, qui dirigeait la maison. Bon, donc il a vécu la grande pauvreté en Algérie. Il a été soutenu par ses instituteurs, par ses professeurs aussi, Jean Grenier, et il a eu à un certain moment, on lui a diagnostiqué une tuberculose, mais assez jeune, enfin quand il avait 14-15 ans, et donc il a eu très très rapidement le sentiment de la précarité qui colore un peu sa fameuse philosophie de l'absurde. Ce qui est intéressant, c'est la question de l'engagement, c'est-à-dire que dès les années 30, Camus s'engage à gauche, et il s'engage même au Parti communiste algérien. Et en 2 ans, entre 1935 et 1937, donc quand il était quand même très jeune, il avait 22, 23, 24 ans, Camus travaille au Parti communiste, et puis il quitte le Parti communiste. Et il le quitte parce que il défend ceux qu'on appelait à ce moment-là les indigènes. C'est intéressant pour le débat futur qui aura lieu à propos de la guerre d'Algérie. Et on est dans les années 1930, bien sûr. Il y a le mouvement à l'époque de Messali Hadj, donc c'est bien avant la création du FLN. Et les communistes ont un peu combattu avec les défenseurs des Algériens, des indigènes, qui ne sont pas tous pour l'indépendance, pas nécessairement pour l'indépendance. Et puis à un certain moment, il y a des ordres du Parti communiste français, donc de Staline, consistant à dire que les Français à l'époque sont des alliés. Il y a eu un pacte entre Staline et Laval, et c'est l'idée suivant laquelle il ne faut pas affaiblir un allié, et donc le combat des indigènes pour plus d'égalité, pour l'autonomie, pour tout ce qu'on veut, pour la citoyenneté, est un combat qui doit être mis au second plan, ce qui choque énormément Camus. Camus démissionne, ou plutôt il critique tellement qu'il est éjecté du Parti communiste. Et voilà, c'est intéressant. Il écrit aussi, alors il est journaliste à la fin des années 30, quand il est toujours en Algérie, il est journaliste à Alger Républicain, qui est un journal de gauche créé par Pascal Piat. Et dans Alger Républicain, il fait par exemple un reportage qui est connu sur la Kabylie, qui s'appelle Misère de la Kabylie, dans laquelle il est très dur vis-à-vis de la colonisation, vis-à-vis de la situation des Algériens. Il fait pas vraiment, il s'intéresse pas spécifiquement à la question, je dirais culturelle et ethnique, c'est-à-dire les Kabyles, c'est des Berbères par rapport aux Arabes. C'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la question sociale et la question de l'oppression. Et donc, il manifeste déjà une distance critique vis-à-vis, je dirais, de l'élite des pieds noirs, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que ça aura une signification par la suite.
Puis, ça, je parle de son engagement politique, je ne parle pas de tout son philosophique, de l'absurde, du mythe de Sisyphe, etc. Ça, on peut en parler si vous voulez, mais ce n'est pas exactement ce qui nous intéresse ici, bien que cela ait des liens, puisque c'est quand même le même auteur. Il part au début de l'année 1940, avant la débâcle, donc au printemps 1940, en mars 1940, il part en France. Il ira se faire soigner dans le Massif central. Il ne peut pas combattre, il ne peut pas se battre étant donné son état de santé. Donc il fait de la résistance, il fait du journalisme dans un journal qui est à l'époque clandestin, qui est le journal Combat. Il publie des textes qui sont des textes tout à fait remarquables, dont une série de lettres qui seront publiées après la guerre ou republiées après la guerre, Lettres à un ami allemand. Après la guerre, il se trouve effectivement dans ce grand mouvement de ces gens qui ont combattu le nazisme et qui maintenant doivent utiliser leur capacité intellectuelle, la célébrité qu'ils ont acquise, pour porter un jugement qui soit un jugement le moins inadéquat possible sur la nouvelle situation à laquelle ils sont confrontés, c'est-à-dire la guerre froide. Et ça va très très vite. Ce qui est aussi intéressant à noter, on a beaucoup parlé de ce qui va être effectivement un débat fondamental, le débat entre Sartre et Camus sur le communisme, qui est un débat qui a lieu au début des années 1950, quand Camus, en 1951, aura publié L'homme révolté. Entre 1945 et 1951, il y aura déjà une énorme prise de distance entre eux. Il y aura des disputes, il y aura déjà des critiques de la manière dont les temps modernes, la revue de Sartre, traite le communisme, d'un livre, d'une série d'articles devenus un livre de Maurice Merleau-Ponty, Humanisme et terreur, que Camus, peut-être à tort, interprète comme étant une justification des procès staliniens. Bon, c'est un bouquin beaucoup plus complexe que ça, mais bon, on peut comprendre peut-être Camus dans la mesure où la thèse du livre est une thèse extrêmement convolutée, et Camus, effectivement, à ce moment-là, est très fâché parce que Maurice Merleau-Ponty, qui, dans ce livre, critique Arthur Koestler ayant écrit Darkness at Noon, Le zéro et l'infini, qui est une critique des procès communistes, bon, mais quelque part, cette critique de Koestler apparaît comme une complaisance vis-à-vis du stalinisme et vis-à-vis de l'Union soviétique. Donc la situation est une situation extrêmement précaire. Alors il faut savoir déjà que Camus, par rapport à Sartre et à ses grands combats, parce que pour finir, ceux qui défendaient ou qui avaient une certaine complaisance vis-à-vis du communisme, complaisance, quand on relit les temps modernes de l'époque, qui étaient un petit peu, ils étaient mal à l'aise, hein, et au fur et à mesure du dévoilement des camps, cette fois-ci pas simplement des procès, par David Rousset par exemple, à la fin des années 40, au début des années 1950, il reconnaissait qu'il y avait des camps, il le reconnaissait, en même temps il voulait pas qu'on tape sur les communistes, et il y avait ce fameux argument développé par Sartre, le fameux ne pas désespérer Billancourt. Ça vient d'une pièce qui s'appelle Nekrasov, et qui est une pièce dans laquelle un journaliste qui est théoriquement un journaliste pourri dit que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut taper sur l'Union soviétique pour désespérer Billancourt. Billancourt, c'était les usines Renault, c'était le centre de la contestation ouvrière. Et donc, si on leur retire leur idéal auquel ils croyaient encore, ce qui mobilisait leurs forces et qui leur permettait de combattre, eh bien, si on fait ça, on va les désespérer, et tant mieux, ils seront tranquilles et le règne de la bourgeoisie pourra continuer paisiblement. Et ça renverse l'expression en disant il ne faut pas désespérer Billancourt, mais s'il ne faut pas désespérer Billancourt, les critiques du communisme deviennent extrêmement problématiques. Alors, Camus est dans une logique d'intellectuel qui est différente. Vous voyez cette logique de ceux qui ont été les compagnons de route du communisme, il y en a eu beaucoup, mais Sartre est exemplaire, et les temps modernes autour de lui. Ces critiques de la société bourgeoise et ces défenseurs d'une certaine idée du communisme, ou ceux qui avaient tellement de difficultés au fur et à mesure du dévoilement des faits
à accepter ce qui était. Il pensait à un grand combat, un combat historique, un combat global. Camus, pendant ce temps-là, essayait, ce qui est tout à fait dans la logique de son action, de diminuer un petit peu arithmétiquement l'absurdité du monde, ce qui voulait dire faire en sorte qu'il y ait moins de morts, moins de victimes, de se battre sur plusieurs plans, même si ce ne sont pas des combats globaux qui nous permettent une transformation radicale de la société. C'est en ce sens-là qu'il est un des rares à avoir écrit un article critique et très inquiet après le largage de la bombe d'Hiroshima. Il a fait un combat qu'il a continué avec Koestler d'ailleurs contre la peine de mort. En 1957, ils ont publié ensemble Réflexions sur la peine de mort et lui a fait ses réflexions sur la guillotine. Ces combats-là qui paraissaient des combats, après tout, qui ne changeaient pas l'ordre des choses et les rapports de production, la domination bourgeoise, etc., étaient des combats qui sont encore les nôtres aujourd'hui, qui sont des combats si importants et que Camus menait d'une façon extrêmement rigoureuse. De plus, il faut savoir que Camus a souvent été considéré comme une espèce de naïf non violent, ce qu'on appelle dans le vocabulaire de Hegel, tellement prégnant au sein du marxisme, une belle âme. Et la belle âme, c'est celui qui est soucieux de la pureté de son âme, qui ne veut pas se salir les mains et qui, ne se salissant pas les mains, est parfaitement inefficace parce qu'il ne peut pas peser sur le cours du monde. C'est ce que disait Peggy de Kant, la morale de Kant. Kant a les mains propres parce qu'il est manchot, parce qu'il n'a pas de mains. Et donc, quelque part, cette idée de belle âme est une idée qui a été très, très fortement utilisée à l'intérieur du marxisme, déjà par Marx et Engels eux-mêmes, et qui donc a été appliquée à Albert Camus, et je pense à tort. Je pense à tort parce que Camus l'a dit pourtant. C'est pas quelque chose de marginal. Il a parlé à la fois dans une pièce qui s'appelle Les Justes à la fin des années 1940 et dans L'Homme révolté de ceux qu'on appelle les meurtriers délicats. Vous imaginez le type d'oxymore que ça signifie, les meurtriers délicats. Et pourquoi a-t-il parlé des meurtriers délicats? Parce qu'il a fait une distinction entre les meurtriers délicats et ceux qui ne l'étaient pas, et donc quelque part, il a, non pas justifié parce qu'il n'est jamais arrivé jusque-là, mais il a considéré que dans certaines circonstances, le meurtre politique pouvait apparaître comme nécessaire ou comme inévitable, même si pas justifiable. C'était très difficile. Et peut-être effectivement que ceux qui avaient envie de solutions simples n'ont pas tout à fait compris ce qu'il disait. Il l'a bien montré. C'est pour ça qu'il l'a montré dans une pièce de théâtre qui donne les choses de façon beaucoup plus concrète. Dans Les Justes, vous savez, les Justes, ça n'a strictement rien à voir avec l'époque de Camus, puisqu'il parle de la révolution de 1905 en Russie, là où il y a eu un attentat historique. Bon, il brode évidemment, et il en fait une pièce de théâtre, et le terroriste qui s'appelle Kaliaïev est confronté à une situation terrible qui est exactement la situation dont parle Camus. C'est intéressant parce que, bon, c'est une bande de terroristes qui ont décidé de frapper un grand coup pour libérer la population de l'oppression tsariste. Ils auraient bien voulu assassiner le tsar, mais c'est trop difficile, il est trop protégé. Mais l'oncle du tsar, le grand-duc Serge, lui, qui aime l'opéra, donc qui se balade dans son carrosse, prend un certain nombre de libertés avec la sécurité, et donc c'est une cible plus facile. Et donc ils ont loué un appartement sur le chemin, donc ils ont tout préparé, et Kaliaïev descend dans la rue, les autres l'observent, le carrosse passe, tout se passe bien, il arrive avec sa bombe, et puis il ne la jette pas. Personne ne sait pourquoi il ne l'a pas acheté. Il y a peut-être eu un événement qu'ils n'ont pas perçu eux-mêmes. En tout cas, bon, ils remontent et ils font une sorte de débriefing. Et là, il dit, je n'ai pas pu parce que, au moment où je jetais la bombe, je voulais jeter cette bombe. Il y avait le grand-duc Serge, mais il y avait 2 enfants avec lui. Et j'ai pas voulu tuer les enfants. Grande discussion, évidemment. Discussion. Alors, le communiste pur et dur dit, le traite de femmelette. Tu as une sentimentalité de femmelette. Pour 2 enfants, tu te rends compte ce que tu as fait? Une occasion comme celle-là ne se représentera pas. Donc, quelque part, tu es responsable par ta sentimentalité de belle âme qui ne veut pas toucher aux enfants, qui ne veut pas te salir les mains, parce que c'est vraiment salir les mains. Tu es responsable de l'oppression continuée de millions de Russes.
Et donc, il y a quelque part un renversement des positions du bourreau et de la victime. C'est comme ça que Camus commence L'homme révolté, renversement des positions du bourreau et de la victime. J'arrive plus à répéter deux fois. Avant, de façon pédagogique, je répétais toujours deux fois les choses pour que ça passe, mais je me suis aperçu que Donald Trump fait toujours ça. C'est un truc rhétorique de Trump. Et je veux bien être le régional de l'étape, mais je veux pas être Trump. Hein. Et donc, il est attaqué, d'autres discutent, et pour finir, c'est quand même la position de Kaliaïev, qui est une position qui passe, c'est-à-dire qu'au fond, quelque part, le terrorisme visant de supposer responsable, hein, puisque c'était le grand-oncle du tsar, aujourd'hui, enfin dans notre époque, le terrorisme contre, par exemple, le Premier ministre Carrero Blanco de Franco, assassiné par l'ETA, etc. Enfin, bon, du terrorisme comme ça, même s'il n'est pas justifiable, même s'il viole le droit à un procès équitable, parce qu'après tout, le terroriste est à la fois le législateur qui dit ce qui est bien et ce qui est mal, le juge qui dit tel individu a violé la loi et l'exécuteur. Donc, quelque part, il n'y a pas les droits de la défense. On pourrait se tromper. Il pourrait y avoir il faut, dans toute attaque contre quelqu'un, il faut qu'il ait les possibilités de se défendre. Donc, ça, il n'y a pas dans quelque attentat terroriste que ce soit. Mais quelque part, il considère que c'est quand même moins grave que de s'attaquer à des enfants qui, par définition, ne font pas de politique et n'ont rien à voir. Et donc, il faut s'arrêter quelque part. Et il dit que même dans le désordre et la barbarie qui est celui de la lutte violente, il faut encore de la mesure. Ça, c'est très, très important. Donc, il ne nie pas. Il ne nie pas du tout le fait que de temps en temps, dos au mur, mais l'argument est évidemment utilisé souvent de façon totalement outrancière, il peut y avoir la nécessité, quand tous les autres canaux sont bouchés, il peut y avoir une certaine nécessité de violence. Ça, c'est intéressant parce que, alors il appelle cela les meurtriers délicats. Kaliaïev, c'est un meurtrier délicat, c'est un meurtrier, parce que la deuxième fois, quand le grand-duc repasse sans les enfants, il jette quand même sa bombe. Donc l'occasion se représente, donc le communiste qui l'a critiqué avait tort, et puis il veut mourir en plus, c'est-à-dire qu'il considère que même en faisant ça, il a quelque part transgressé l'ordre des choses et qu'il ne peut pas, il fallait le faire, mais il ne peut pas continuer à vivre avec ça. Vous imaginez, entre ça et cette espèce de banalisation de la violence pour une cause progressiste, vous imaginez l'abîme qui existe entre ça et la violence révolutionnaire. Il le reprend dans L'homme révolté. Il le reprend dans L'homme révolté, puisque dans cet ouvrage-là, il fait la théorie des meurtriers délicats. Et que, vous savez, c'est un livre qui, au fond, fait une sorte de coupure, de différence très nette entre ce qu'il appelle la révolte et ce qu'il appelle la révolution. La révolution étant, selon lui, une déviation, une corruption, un abattardissement de la révolte. Il est sensible à ça. Et je pense que ce qu'il dit dans Les Justes et dans L'homme révolté est très intéressant. C'est-à-dire, il sait bien que quelque part, il y a dans la lutte contre l'oppression une dimension de ce que les Grecs appelaient l'oubris, l'outrance, l'exagération, et que quelque part, il faut qu'il y ait dans la mesure dans ce combat pour éviter d'en rajouter en termes d'absurdité, de mort d'innocents, etc. Ce discours-là, qui aujourd'hui apparaît comme un discours presque de bon sens, est un discours qui, à l'époque, n'est pas entendu. Il n'est pas entendu. Et si vous voyez deux polémiques sur lesquelles je vais un petit peu insister, c'est-à-dire la polémique avec Sartre et Janson sur l'attitude vis-à-vis du communisme au début des années 1950 et la polémique sur la guerre d'Algérie en 1957-58, si vous voyez ça, vous voyez très bien que ça entre dans la réalité du débat. Alors, je dis la guerre d'Algérie, vous savez que Camus est mort en janvier 1960 dans la voiture de Michel Gallimard. Ils ont percuté un arbre. Donc il est mort très jeune, il n'a pas connu l'OAS, il n'a pas connu le procès Janson. Janson avait fait des réseaux défendant le FLN, il n'a pas connu les accords d'Évian, etc. Il n'a pas connu tout ça. Il est à une époque terrible de la guerre d'Algérie et c'est à ce moment-là qu'il s'explique. Alors en ce qui concerne le débat avec Sartre, effectivement, quand vous vous replongez dans l'époque, vous vous demandez effectivement comment il a été possible de dire des choses comme celles que Sartre et Janson ont dites. Donc Camus publie L'homme révolté en 1951.
c'est Francis Janson, le jeune Francis Janson, disciple de Sartre, qui bien plus tard sera le porteur de valise en chef, je dirais, du FLN. C'est Francis Janson qui écrit dans Les Temps modernes, la revue de Sartre, et qui lance l'attaque contre Camus. À quoi Camus répond ? Mais il répond directement à Sartre. Il passe en quelque sorte par-dessus Janson en faisant semblant, mais c'est sans doute la réalité, qu'au fond, c'est Sartre qui l'attaque et c'est pas Janson, et en traitant Janson un petit peu de façon désinvolte. Sartre répond à ce moment-là, parce que Sartre se sent attaqué, et donc il y a donc cette espèce de débat en trois parties entre Camus, Janson, Sartre, Camus, de nouveau. C'est un débat qui, quand vous le relisez, est un débat assez médiocre. Je pense que Camus est fâché et donc il n'est pas au meilleur de lui-même. Janson tiendra un discours qui est un discours qu'on entend 1000 fois à cette époque-là, en sachant « je sais très bien qu'il y a des crimes, mais globalement l'URSS va dans le bon sens, et ceux qui critiquent l'URSS désespèrent Billancourt, etc. etc. » Donc une espèce de discours mal à l'aise. Hein. C'est pas le discours sûr de soi, ça quand on le relit, c'est pas du tout le discours sûr de soi de l'URSS va dans le bon sens et vous êtes un petit bourgeois. Ils le disent aussi. Ils disent aussi que Camus est un bourgeois. J'ai d'ailleurs un certain nombre de phrases qui sont intéressantes de ce point de vue-là, mais le vocabulaire qui est utilisé est quand même un vocabulaire qui manifeste un certain type d'embarras. Alors, pourquoi cette critique tellement radicale? Mais justement parce que quand Camus dit que la révolution, le parti unique, le parti qui est dans le sens de l'histoire, la violence révolutionnaire avec bonne conscience et pas avec mauvaise conscience, que tout ça c'est un dévoiement fondamental de la révolte, quelque part il apparaît comme étant un défenseur de la société bourgeoise, capitaliste, et ou comme étant d'une certaine façon sur les positions d'Aron. Alors Aron n'avait pas beaucoup d'estime pour Camus, il considérait que L'homme révolté, c'était qu'il avait raison sur le fond, mais que c'était pas un bon livre. Mais Aron lui-même assumait effectivement le fait qu'il fallait choisir son camp. Lui qui pourtant, Aron, dans les années 1920, était socialiste. À l'époque où Sartre était apolitique. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors donc, je ne suis pas sûr que je vais retrouver les textes tout de suite. Je les retrouverai quand je vous parlerai de l'Algérie, parce que là, les mots comptent énormément. Enfin, toujours est-il que les critiques que font Sartre sont des critiques, à mon avis, qui manquent des choses tout à fait essentielles qui se trouvent dans L'homme révolté. Et je voudrais simplement vous citer quelques phrases pour que vous compreniez à quel point c'est quelque chose d'important de relire L'homme révolté, et à quel point aussi Sartre n'a pas vu l'importance de ce qu'il dit. Donc il écrit « Jeté dans l'ignoble Europe, où meurt, privé de beauté et d'amitié la plus orgueilleuse des races, un vocabulaire de l'époque, nous autres Méditerranéens vivons toujours de la même lumière. Au cœur de la nuit européenne, la pensée solaire, la civilisation au double visage attend son aurore. Mais elle éclaire déjà les chemins de la vraie maîtrise. La vraie maîtrise consiste à faire justice des préjugés du temps, et d'abord du plus profond et du plus malheureux d'entre eux, qui veut que l'homme, délivré de la démesure, en soit réduit à une sagesse pauvre. Cette vieille idée suivant laquelle, si vous n'êtes pas radical, vous êtes dans la médiocrité, suivant laquelle le juste milieu, c'est justement la médiocrité. Une vieille idée romantique en particulier, mais qui a des effets terribles en ce qui concerne l'application politique. Cette ivrognerie de l'âme, il dit, cette ivrognerie de l'âme qui s'exhibe sur la scène de notre culture, est-ce toujours le vertige de la démesure? En 1950, la démesure est un confort. Évidemment, Sartre lui reprochera lui-même aussi d'être dans une position confortable, puisque quelque part, il ne veut pas s'engager dans la lutte révolutionnaire. Évidemment que c'est une position de confort, parce qu'il est beaucoup plus difficile, sans doute, de lutter pied à pied contre la peine de mort, de lire la presse et de réagir, alors que Sartre ne lisait pas les journaux, parce qu'il avait une réflexion qui le menait sur un plan qui était un plan beaucoup plus large et beaucoup plus radical. Donc, cette ivrognerie de l'âme
femme qui s'exhibe sur la scène de notre culture, c'est un confort, toujours, une carrière parfois. La mesure, au contraire, est une pure tension. La mesure, c'est pas la médiocrité, c'est une pure tension. Les hommes d'Europe, abandonnés aux ombres, se sont détournés du point fixe et rayonnant. Ils oublient le présent pour l'avenir, la proie des êtres pour la fumée de la puissance. Alors, il y a là-dedans toute une réflexion qu'on peut faire et qui est propre à Camus. C'est que tous les philosophes qui ne sont plus des religieux cherchent une sorte de cran d'arrêt à la violence. Camus a beaucoup écrit sur Dostoïevski et dans Les Frères Karamazov sur cette phrase qui n'est pas prononcée telle quelle, mais enfin qui est quand même l'essence du texte et de la position de Ivan Karamazov, qui est si Dieu n'existe pas, tout est permis. Quelque part, l'idée était que la religion était à la fois évidemment un fauteur de violence dans son intolérance, mais aussi qu'elle fournissait des limites absolues. Vous avez ça dans toute l'histoire de la philosophie politique. Vous avez évidemment les monarchies de droit divin qui se réclament de Dieu pour exercer la violence sur leur peuple, et vous avez aujourd'hui les fous de Dieu, les intégristes et tout ce que vous voulez. Et puis vous avez aussi, au début des États-Unis, en 1776, quand Jefferson écrit la Déclaration d'indépendance et dit que les droits naturels à la vie, à la liberté, à la recherche du bonheur sont donnés à l'homme par Dieu, et qu'aucun tyran simplement humain ne peut les en priver. Donc on renverse la situation, et Dieu est quelque part du bon côté. Parce que ça a toujours existé, cette idée que si on veut véritablement avoir des règles morales, des limites à la violence, ici des limites à l'action des tyrans, eh bien il faut quelque part que ces limites viennent de plus haut, de façon à ce qu'elles ne puissent pas être contestées par les hommes. Si Dieu n'existe pas, tout est permis, tout est son contraire. Et Camus a sa propre conception qui vaut ce qu'elle vaut. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres philosophies, bien entendu, et qui est cette conception méditerranéenne de l'ordre, de la nature, de la mesure dans la nature, ce qu'on appellerait une conception apollinienne. Et quelque part, ça lui donne une sorte de ressource qui fait que quand il est entraîné dans la lutte contre l'injustice, contre la violence, etc., eh bien, quelque part, il y a quelque chose qui le retient. Rappelez-vous les Juifs, les Juifs, excusez-moi. Non, voilà, c'est de votre faute. J'étais passionné par l'exposé précédent, mais bon, je parle quand même d'autre chose. Bon, donc, rappelez-vous les Justes, où là aussi, dans la démesure potentielle, puisqu'il était en train dans son carrosse il allait tuer et l'oncle du tsar et les enfants, quelque part, il s'arrête. Il trouve une mesure qui n'est pas dans les institutions, qui est quelque part dans sa tête, dans une mentalité. Ben lui, il la relie, cette mesure, ce sens de la mesure, à ce qu'il appelle la pensée de midi, au ciel méditerranéen, à une espèce d'ordre qui lui donne cette ressource qu'il ne trouve plus dans une transcendance en Dieu, etc. Bon, ça se discute beaucoup, mais c'est très intéressant, c'est très touchant d'ailleurs de lire cette pensée, cette tentative qu'il a dans son combat de défendre une certaine idée de la mesure. Il faut savoir que Camus était proche du syndicalisme révolutionnaire, où il avait une idée du syndicalisme qui était un syndicalisme qui n'était pas simplement un syndicalisme d'acceptation du pouvoir et de défense d'intérêts qui seraient des intérêts catégoriels, donc un syndicalisme qui a des visées politiques plus larges, mais qui avait rompu avec le léninisme et qui ne voulait pas en passer à la violence révolutionnaire. Et c'est intéressant parce que alors, il relie effectivement ce syndicalisme révolutionnaire également à la social-démocratie scandinave. Donc, je ne suis pas sûr qu'il rencontrerait l'adhésion des syndicalistes révolutionnaires eux-mêmes. Monat était un de ses amis. Mais il a quelque chose de nouveau. Il critique la révolution devenue césarienne, devenue prise de pouvoir, et donc il défend une conception de gauche. Dans un ouvrage qui est très critiquable, qui est celui de Michel Onfray sur Camus, je dirais que Michel Onfray est moins pire quand il parle en bien de quelqu'un que quand il parle en mal de quelqu'un, puisque bon, c'est passion de... Oh, ça vaut pour beaucoup d'auteurs. Hein. J'ai fait mon mémoire de licence sur Lukács. Quand Lukács aimait bien des auteurs comme Thomas Mann ou Goethe, etc., c'était très bien. Quand il les détestait, c'était très dogmatique. Dernière chose, sur la guerre d'Algérie. Alors, vous savez, donc Camus, la difficulté. Hein, donc, il a pris parti pour les indigènes, mais sa mère est encore en Algérie. Il y a du terrorisme qui vise les innocents, les enfants, etc., et des gens qui placent des bombes n'importe où. Et il est confronté à ça, Camus. Donc, il est confronté
à la fois, il est allé faire une conférence d'ailleurs à Alger ou à Oran, je ne me rappelle plus, à Alger je pense, et là il était menacé par tout le monde. Il était aussi bien menacé par les défenseurs de l'Algérie française et les grands colons que par tous ceux qui défendaient le FLN, c'est-à-dire la lutte armée avec toute la violence qui s'en suivait, et il apparaissait comme celui qui était au milieu, qui ne pouvait pas choisir, mais justement de nouveau on en est à la définition d'une conception de la mesure. Il avait là une attitude mesurée, il défendait les droits des Algériens, mais il défendait aussi des gens qui, comme sa mère ou les enfants du fiacre du grand-duc Serge, risquaient d'être éliminés dans ce type de combat. Alors il a le prix Nobel, il va à Stockholm pour recevoir le prix Nobel. Vous savez que tous les prix Nobel sont donnés à Stockholm, sauf le prix Nobel de la paix à Oslo. Et donc il est en 1957 à Stockholm, et alors il y a un grand débat et une grande controverse parce qu'il aurait dit à un journaliste « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ». Et je voudrais quand même vous lire un petit peu un compte-rendu de ce qui s'est passé de façon un peu plus précise, et je terminerai là-dessus parce que je pense que c'est intéressant. Donc, il est interrogé à Stockholm en 1957. Il prononce le fameux discours de Suède, un très beau texte de Camus. Il est interrogé par un étudiant originaire d'Algérie. Donc, dans ce brouhaha, il y a des questions de traduction aussi. Il est interrogé par un étudiant originaire d'Algérie sur le caractère juste de la lutte pour l'indépendance menée par le FLN en dépit des attentats frappant les civils. Il répond, selon Dominique Birman, journaliste du Monde, qui assiste à la scène, « J'ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément dans les rues d'Alger, par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. » Alors peut-être que la dernière phrase est peut-être pas très très bonne, parce qu'après tout, j'ai l'impression que défendre sa mère ou défendre des innocents qui pourraient être frappés par le terrorisme, c'est une autre idée de la justice. C'est une idée plus profonde de la justice, justement, qui est une idée mesurée, qui consiste à dire, bien entendu, le FLN lutte contre la domination coloniale française. Il y a une idée de justice pour le peuple algérien. Il y a aussi une idée de justice pour les innocents. Sa mère, quasi sourde, illettrée, pauvre, se baladant dans les bus et risquant d'être tuée du jour au lendemain. C'est pas simplement une question, je préfère ma mère, parce que ça voudrait dire effectivement cette formule suivant laquelle, après tout, tant que ce sont les miens, je les défendrai jusqu'au bout. C'est le pire du communautarisme, d'une certaine façon. C'est pas du tout ce qu'il dit. Le pire du communautarisme consistant à dire, je défendrai les miens, la justice après, et même si les miens ont tort, je les défendrai encore parce que ce sont les miens. Donc là, évidemment, cette conception ethnique des rapports humains est une conception qui n'a rien à voir avec l'idée de la justice. Parce que l'idée de la justice, évidemment, c'est de traiter les gens selon ce qu'ils ont fait, selon certains critères généraux, selon des critères universels. Mais il ne dit pas ça. Il dit je défendrai la justice, mais si votre justice, ou si cette idée de justice implique que ma mère puisse être sauvagement tuée, eh bien je choisis ma mère. Alors il y a une autre version. Le traducteur Bjurström, donc il y a eu une traduction, traduit en suédois, puis c'est revenu en français, lui aussi témoin de l'échange, rapporte beaucoup plus tard une version un peu différente. En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d'Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c'est cela la justice, je préfère ma mère. Souvent déformée entre la justice et ma mère, je choisis ma mère, cette réponse lui sera reprochée. Elle s'insère pourtant de façon cohérente dans l'œuvre de Camus, c'est moi qui l'écris, mais enfin comme je l'ai écrit, c'est moins fatigant, qui a toujours rejeté l'idée machiavélienne selon laquelle tous les moyens sont bons. C'est tout le sujet développé, par exemple, dans Les Justes, etc., etc. Et donc, effectivement, quand on pense aujourd'hui à l'évolution du terrorisme, donc où on est passé, il y a toujours eu du terrorisme qui visait les innocents, parce que du point de vue de la terreur, c'est-à-dire d'obtenir des résultats politiques en faisant très peur, mais quand tout le monde se sent menacé, c'est beaucoup plus efficace. Donc, si on est suffisamment cynique, effectivement, s'attaquer à n'importe qui est beaucoup plus efficace que de ne s'attaquer qu'à des supposés responsables politiques, parce qu'on peut toujours se dire à ce moment-là, moi je ne fais pas de politique, on ne va pas s'en prendre à moi, bien sûr, je pourrais éventuellement être un dommage collatéral si j'étais au mauvais endroit au mauvais moment, mais ce n'est pas à moi qu'on va s'en prendre. Si, effectivement, vos enfants qui prennent le bus ou qui prennent l'avion ou qui sont dans le métro ou n'importe où, ou qui se baladent sur la promenade des Anglais à Nice peuvent être les victimes du terrorisme, le terrorisme devient beaucoup plus efficace, et d'ailleurs c'est un des arguments du
du communiste radical dans Les Justes contre la position de Kaliaïev, qui apparaît comme une position qui consiste à dire d'accord, on peut utiliser la violence, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des limites, il y a encore des interdits, et c'est ça qui fait l'humanité des hommes, c'est ça qui fait leur solidarité. Qu'il y ait des interdits, qu'on ne puisse pas traiter l'autre comme une simple chair à canon dans la lutte pour le progrès, quelque part, c'est ça qui crée cette espèce de solidarité fondamentale dont parle Camus dans La Peste et dans d'autres ouvrages. Et ça, c'est quelque chose qui reste aujourd'hui et qui est tout à fait central, parce que si on s'aperçoit du fait d'abord que le terrorisme devient de plus en plus aujourd'hui du random terrorism, dans lequel en plus le terroriste lui-même ne tient pas à la vie, dans lequel il n'a pas besoin d'aller voyager en Syrie, etc. Il peut se radicaliser sur place et puis faire des dégâts absolument terribles avec les instruments quotidiens que sont, bon, le 11 septembre, c'était des couteaux, puis c'est des camions, ou des couteaux encore. Effectivement, on se trouve confronté à des situations qui sont exactement les situations que Camus refusait. Et je pense que ses adversaires n'auraient pas eu les instruments intellectuels pour lutter contre ça, dans la mesure où ses adversaires étaient prêts, bien sûr, pas pour les valeurs de l'islamisme radical, mais pour une cause qu'ils considéraient comme une cause de la justice absolue et du progrès. Ils étaient prêts à passer à travers tout ça. Et de ce point de vue-là, je pense que s'il y a bien quelqu'un qui peut inspirer les différents combats intellectuels aujourd'hui, c'est Camus. Et quand Francis Janson a dit de façon méprisante qu'au fond, la morale de Camus, c'était une morale de la Croix-Rouge, la morale humanitaire, morale de la Croix-Rouge, comme ça, sauver quelques vies, etc., mais que ça n'avait strictement rien à voir avec la grandeur de la Révolution. Mais je pense que c'était d'abord insultant vis-à-vis de Camus et qu'il avait totalement tort. Voilà, je vous remercie.